Alors, je crois qu'il faut bien prendre en considération que l'histoire de la période contemporaine est encore une histoire très fortement rurale, et elle l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que une grande partie de la population au 19e, 20e siècle a été rurale et paysanne, et elle l'est encore sur certains continents. Ça, c'est la première chose que je crois qu'il faut dire. Et donc cette histoire, elle connaît des séquences politiques qui sont, je les qualifie d'agropolitiques, c'est-à-dire qu'elles ont une forte tonalité agraire, paysanne. Et il y a un certain nombre de séquences politiques qu'on pourrait regarder dans le détail, des révolutions, des guérillas, des dérives autoritaires et autres figures politiques bien connues qui empruntent justement à des conflits agraires autour notamment de la question de la terre. Le monde a été ainsi construit, ou plutôt les sociétés, sur une base de déséquilibre foncier. Il y a quelques exceptions, hein. Il y a certaines régions du monde, l'Amérique du Nord qui a échappé à cela en particulier, mais dans l'ensemble, l'histoire contemporaine a produit des inégalités d'accès à la terre qui, en retour, ont produit dans des sociétés très polarisées entre une élite foncière qui avait le pouvoir politique et économique et d'autre part des paysans sans terre. Ça a donné lieu à des conflits qui vont se traduire par des issues différentes selon qui l'emporte. Et ainsi, voilà, il y a un certain nombre de dictatures au XXe siècle qui sont le fait de ces conflits agropolitiques. Je pense aux dictatures, aux dictatures fascistes en Europe méditerranéenne, mais également aux dictatures militaires en Amérique latine ou certaines en Asie. Je pense aux Philippines, où on a vu une oligarchie foncière s'abriter derrière des juntes politiques. Donc c'est la première figure, la dictature. Au détriment des paysans. Et puis il y a aussi des révolutions. Alors là, en l'occurrence, un certain nombre de révolutions ont été la consécration d'une certaine victoire paysanne. On connaît quelques exemples bien célèbres de révolutions au parfum plutôt socialisant, pour pas dire marxiste, où un nouveau pouvoir a pris la succession de régimes autoritaires liés à la grande propriété. Je pense à la révolution bolchevique, qui est aussi d'extraction paysanne, quoi qu'on pense. La Chine, Cuba, l'Éthiopie, Nicaragua, voilà, la liste est assez longue. Donc, dictature militaire d'un côté, révolution marxiste qui donne lieu à des régimes autoritaires de l'autre, et puis aussi des séquences politiques qui n'ont pas donné lieu à un basculement, par exemple des guérillas, qui ont été des guérillas à forte tonalité agraire. La liste, là encore, est très longue. Je pense au FARC en Colombie, je pense au Hezbollah libanais, qui est aussi un mouvement d'extraction paysanne, le PKK kurde, un mouvement marxiste aux Philippines, en Inde, maoïste, un certain nombre donc de groupes de guérillas qui ont combattu en s'appuyant sur des paysans sans terre. Alors, ce qu'on voit bien, c'est que dans ces conflits sont liés donc à un déséquilibre foncier qui court jusqu'à aujourd'hui. Et ils interviennent dans des moments où il y a une sorte d'agrégation idéologique des acteurs. Alors, on a vu des idéologies de façon très incidente, je pense au marxisme, mais aussi le nationalisme a pu être un agrégateur de ces paysans sans terre ou des agrégations plus religieuses, je pense aux théologies de la libération en Amérique latine. Voilà donc ce qu'on peut dire en sachant que cette histoire a encore une actualité, parce que surtout dans un moment de reconcentration de la Terre, qui a été la grande affaire du 19e siècle et du 20e siècle, et on voit bien qu'il y a une reconcentration de la Terre, alors elle n'a pas les mêmes incidences dans des sociétés déjà très urbanisées ou dans des sociétés qui sont encore rurales. Je pense à l'Amérique latine et surtout à l'Afrique,
où on assiste au travers de ce qu'on appelle les accaparements fonciers, à des phénomènes massifs de concentration foncière qui peuvent poser des problèmes et donc déboucher sur des instabilités politiques qui empruntent à ce passé que je viens d'évoquer. Alors, les deux exemples ont une actualité et une tragique actualité. De toute façon, dès qu'on parle de guerre, c'est tragique. Alors, Israël-Palestine, dans la séquence d'aujourd'hui, cette dimension-là est moins prégnante, encore que les bombardements massifs sur Gaza sont en train de stériliser pour une longue période les quelques terres agricoles qui restent dans ce petit espace gazaoui. Et de notre côté, en Cisjordanie, il y a une accélération des accaparements fonciers par des colons à la faveur de ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on remonte plus loin dans l'histoire, on peut relire le conflit israélo-palestinien à la lumière de ces dynamiques agraires. Le sionisme, je crois pouvoir dire, a été à l'origine agraire, en ce sens que euh, le sionisme s'est appuyé pour se déployer sur des structures agraires bien connues qu'on appelle les kibbutz, hein, les kibbutzim, structures collectives qui ont permis donc de greffer des communautés de juifs venus d'Europe sur cet espace palestinien. Avant 48, en 48, ce qui s'est passé pendant la guerre a visé particulièrement les paysans palestiniens, parce qu'ils étaient en quelque sorte des gardiens du territoire. C'est particulièrement vrai en Galilée, où beaucoup de villages ont été détruits. Et puis, après 67, ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que euh, dans la première colonisation à partir de 1967, en tout cas dans la vallée du Jourdain, eh bien, on s'est appuyé, enfin, Israël s'est appuyé sur des kibbutzim, là aussi, pour greffer des populations à la frontière avec la Jordanie. Et quand la colonisation s'est produite aussi à Gaza, force est d'admettre que c'était essentiellement, exclusivement plutôt des kibbutz jusqu'en 2005, autrement dit des communautés paysannes organisées en collectif qui se posaient comme gardiens de ce territoire. Donc voilà, on peut reprendre ce long siècle de conflit en constatant ces stratégies territoriales d'Israël basées sur les kibbutzim. Et en face, les Palestiniens ont fait du paysan la figure même du nationalisme palestinien, puisque c'est les premiers à avoir été déracinés, les premiers à avoir combattu dès 1936. Et aujourd'hui encore, les paysans sont, en tout cas, tant que l'autorité palestinienne le peut, les paysans sont relativement épaulés, mais également des grandes ONG palestiniennes et internationales, parce que les Palestiniens sont les gardiens de la terre et en ce sens, ils préviennent, ils entravent le grignotage du quotidien par les processus coloniaux. Sur l'Ukraine, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Euh, Là, on est sur un conflit interétatique. On a connu des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, où là, les paysans ou les paysannes ont été mobilisés pour nourrir les soldats au front. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Il n'y a pas de problème d'alimentation en Ukraine. Donc, les paysans ne sont pas particulièrement mobilisés dans cet espace. La question est plutôt pour l'Ukraine, a été et est encore de pouvoir évacuer ces fortes productions qui constituent l'un des piliers de l'économie ukrainienne. Voilà, donc on est plutôt là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs que on a craint au début de la guerre, eu égard à l'importance de la production ukrainienne, qu'il y ait une flambée des prix durables. En ce sens, on a vraiment, c'est une guerre mondialisation, c'est-à-dire que les effets de la guerre se ressentent à l'international, en particulier dans les pays qui sont très dépendants des productions de l'Ukraine, mais également de la Russie. Voilà, donc on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Il n'en demeure pas moins que la Russie semble avoir profité de la guerre pour se saisir aussi de production ukrainienne. Autrement dit, on a là sans doute un effet d'aubaine de la guerre pour la Russie, sans pour autant prétendre qu'il y a un dessein russe en la matière. Alors je dirais que les paysans peuvent être considérés comme facteurs de paix. De deux manières. D'abord, ce sont ne pas oublier leur fonction nourricière.
Ils sont les grands producteurs de l'alimentation. Ils assurent par leur travail un besoin quotidien de l'entièreté de la population mondiale. Et donc, ils sont des acteurs discrets d'une forme de stabilité mondiale. C'est-à-dire que même si la stabilité ou la question de la sécurité alimentaire n'est pas qu'affaire de production, elle est aussi affaire d'accès et donc de revenus. En tout cas, le fait que, que ces paysans puissent produire tous les jours assure un élément de l'équation alimentaire. Et donc, ce sont des stabilisateurs, en quelque sorte, au quotidien de la vie de la planète. Si on prend l'exemple de l'Europe, l'Europe, elle s'est construite grâce aussi au ciment de la politique agricole commune. Ça a été un ciment, hein. Rappelons que 75% du budget de l'Europe était consacré à l'agriculture jusqu'en 92. C'est par le travail des paysans qu'on a fait l'Europe, qui est aussi un- une construction qui a visé à la pacification de cet espace jadis très belliqueux. La deuxième dimension de pacificatrice des paysans, eh bien, elle est dans le fait qu'il faut rappeler, c'était le point premier, que les paysans sont des acteurs de la guerre à chaque fois que leur dignité a été remise en question. On l'a vu avec la dépossession foncière. Eh bien, on peut le dire autrement, à chaque fois que les paysans ont recouvré une dignité dans les sociétés où ils se trouvent, eh bien, ils ont contribué à la pacification de cet espace. Pour être concret, je rappellerai que, par exemple, les démocraties, les jeunes démocraties, ont assez souvent procédé à des réformes agraires pour viser à une certaine égalité des conditions dans des sociétés qui étaient encore rurales. Et donc, ça a permis donc de stabiliser ces espaces. Ce lien entre démocratisation et réforme agraire court jusqu'à aujourd'hui. Je prends un exemple, c'est la Colombie, qui est engagée dans un processus de paix depuis 2016 hein, entre les FARC et le pouvoir. Eh bien, l'un des piliers de cette stabilisation, de ce processus de paix, c'est la réforme agraire qui a traîné hein, depuis 2016 et puis qui semble être accélérée depuis l'arrivée de Gustavo Petro. Et puis au-delà de la Colombie, peut-être pointer du doigt aujourd'hui que ben, la question paysanne, avec des volets très différents, elle est posée, elle est reposée et elle peut être source d'instabilité. C'est le cas en Europe, mais c'est le cas en Inde. Et donc là aussi, paysans acteurs de paix, oui, à la condition que on arrive à mettre en œuvre des politiques publiques qui leur permettent d'exercer leur métier dans des conditions dignes.